voici le plan du cours. Un petit peu d'anatomie descriptive pour simplement présenter l'appareil génital. Après, on passe les différents stades pour ce qui concerne l'histologie, la fonctionnalité. Mais j'ai rajouté cette année plusieurs choses que sont les exosomes, notamment au niveau de l'épididyme, du canal déférent et même dans l'appareil génital femelle pour être au complet. Alors, l'appareil génital mâle comprend les testicules, l'épididyme, les canaux déférents qui rejoignent la cavité abdominale en passant par le canal inguinal, qui est donc un canal qui est situé au pli de l'aine, qui a un trajet ensuite d'avant en arrière et de dehors en dedans, qui passe au-dessus et à côté de la vessie, qui est la dent jaune, et qui fait un deuxième coude pour revenir en bas et en avant. Il va à ce moment-là rentrer en confluent avec les vésicules séminales qui sont ici au niveau d'une dilatation qui s'appelle l'ampoule déférentielle. L'association de ces deux éléments, les vésicules séminales et l'ampoule déférentielle, va ensuite former ce qu'on appelle le canal éjaculateur qui va traverser la partie postérieure de la prostate et va rejoindre l'urètre prostatique au niveau de l'utricule prostatique. Ensuite, il va y avoir l'urètre pénien, les glandes bulbo-urétrales qui servent essentiellement à la lubrification de l'appareil génital, et puis le pénis, qui sert simplement donc, de conduit pour ce qui est le spermatozoïde et l'éjaculation. Alors, plusieurs points qui sont essentiels. Le système, l'appareil génital masculin est un système à bas débit. Même avec une sexualité débordante, même avec un éjaculat extrêmement volumineux, mais habituellement c'est dans les 2 à 3 ml, ça ne fait pas des litres à la fin de la journée. Et pourquoi est-ce que c'est important? Eh bien parce que c'est un système à bas débit et il n'y a pas de lavage, on va dire, comme il peut y avoir pour la vessie. Si vous avez une infection urinaire, la vessie c'est 3 litres d'urine par jour, il y a un certain lavage qui se fait par le biais de l'élimination des urines. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas le traiter, bien évidemment, bien au contraire. Mais il y a une certaine évacuation. L'appareil génital masculin étant à bas débit, c'est un système dans lequel les infections chroniques s'installent extrêmement facilement. Ça, c'est un premier point extrêmement important. La deuxième chose qui est un petit peu qui est accessoire à celle-là, c'est qu'en règle, les hommes ne se plaignent de rien. On les voit dans les consultations. Quand les externes, comme vous serez externe, si vous venez en biologie de la reproduction, on explique ça. Il faut interroger monsieur en présence de sa femme, parce que lui n'a jamais rien, c'est sa femme qui se souvient qu'il avait une infection urinaire, une urétrite, des machins, lui, toujours aux oiseaux. Donc, système à bas débit, infection chronique. La prostate est une glande tubulo-alvéolaire qui se contracte au moment des éjaculations, mais qui comprend beaucoup de petites alvéoles, beaucoup de petits canaux éjaculateurs. S'il y a une inflammation à un moment donné dedans, eh bien, il va y avoir pas des petits abcès, mais des rétentions éventuellement infectieuses qui peuvent se faire à l'intérieur de la prostate. Et par ailleurs, c'est quand même un organe qui est difficilement accessible à l'examen. Vous savez que pour la prostate, c'est un toucher rectal, hein, c'est un doigt dans l'anus et qui vient palper les lobes postérieurs de la prostate. C'est assez rudimentaire, mais on n'a pas fait. Voilà. Pourquoi, deuxième chose importante, pourquoi est-ce que les testicules, les gonades masculines, donc, sont en dehors de l'appareil, en dehors de l'abdomen, contrairement aux ovaires?
Eh bien, c'est parce que les ovaires chez la femme fonctionnent à 37 degrés. Elles font la folliculogénèse qu'on verra la prochaine fois. Alors que la spermatogénèse fonctionne 34 degrés. Avec cet addendum, c'est quand on est à 37, il y a une inhibition de la spermatogénèse. C'est comme ça chez tous les mammifères, que ce soit l'homme, le taureau, les singes, etc. La spermatogénèse est à une moindre température que la température de l'organisme. Il y a un système de refroidissement qui nous importe peu, mais à contre-courant vasculaire, à contre-courant, ce qui remonte du testicule est plus frais, et donc ça rafraîchit le sang artériel qui arrive dans les cordons spermatiques. Deux conséquences à cela, qui sont importantes, qu'il faut que vous sachiez, c'est si un homme a des varices sur le cordon spermatique. C'est ce qui arrive. Ça peut arriver. Ça s'appelle un varicocèle. Eh bien, ça va altérer les conditions dans lesquelles la spermatogénèse a lieu. Et ça va donc altérer les caractéristiques de son sperme. Il est en train de causer à sa copine. Ouais, mais bon, et si un jour tu te payes un varicocèle, il faut que tu saches ce qu'il faut faire, quoi. Deuxième truc extrêmement important. La spermatogénèse, elle dure 3 mois. Ce qui est éjaculé au mois de mars, commencer la formation de la spermatogénèse au mois de janvier. Tout accès de fièvre à un moment donné va retentir sur la qualité du sperme qui va être éjaculé dans les 3 mois qui suivent. On a eu en fécondation in vitro, bien sûr, on explore les gens, la dame avait les trompes bouchées, monsieur avait un sperme complètement normal, donc on programme une fécondation in vitro, mais le jour de la fécondation in vitro, on regarde le sperme du gars, tous les spermes morts, plus rien ne bougeait. On va le voir, on lui dit qu'est-ce qui s'est passé, eh bien, il avait eu une pneumonie 15 jours, 3 semaines auparavant, 42 fièvres pendant 3 jours, il n'y avait plus un spermato qui bougeait. Donc la présence du testicule dans le scrotum est un élément important de la physiologie qu'il faut que vous reteniez. Alors, le testicule est une glande qui a une double fonction. Il produit les gamètes mâles, les spermatozoïdes que nous allons voir, et une fonction endocrine avec la formation des hormones sexuelles masculines. Le testicule, il a une forme oblongue, ovalaire, un petit peu aplatie transversalement. Il est entouré par une albuginée. L'albuginée, c'est donc un fascia qui l'entoure, conjonctif. Je vous le montre ici sur cette vue opératoire. Donc c'est un fascia qui est blanc nacré, ici. À partir de cette enveloppe, il va y avoir des travées qui vont perpendiculairement aller se retrouver au hile de la glande, au côté postérieur, et qui vont donc délimiter des lobules. Il va y avoir 200 à 300 lobules séminifères à l'intérieur d'un testicule. Ces lobules vont être occupés par un tissu conjonctif lâche et ils vont être également occupés par les tubes séminifères. Ces tubes séminifères, qui vont être le lieu de production des spermatozoïdes, sont des tubes qui sont à extrémité distale borgne ou alors simplement coudés en U comme on voit là-dessus et qui vont venir se ramifier les uns aux autres au niveau du corps de Highmore. Le corps de Highmore, vous avez ici, au niveau donc du côté postéro-supérieur de la glande.
Ils vont s'anastomoser entre eux et former ce que l'on appelle un rété-testis, c'est-à-dire un réseau dans le testicule qui permet aux spermatozoïdes donc, de se collecter à ce niveau-là. En dehors de l'albuginée, il va y avoir une séreuse qu'on appelle la vaginale, qui est une expansion du péritoine à l'origine lors de la migration du testicule et qui permet au testicule de ne pas être adhérent à la peau du scrotum mais d'être relativement libre à l'intérieur du scrotum. Ces tubes séminifères, donc qu'ils soient en U ou qu'ils soient en cul-de-sac à la périphérie, vont donc s'aboucher tous dans leur rété-testis, ce qui fait que les spermatozoïdes qui vont être produits à l'intérieur du tube séminifère n'auront qu'une seule possibilité de mouvement. Ils vont tous se diriger vers leur rété-testis, puis vers les cônes efférents, l'épididyme, pour l'éjaculation. Non, il n'y a qu'une seule voie de déplacement à l'intérieur. La vascularisation, elle est périphérique. Et à partir des artères périphériques, il va y avoir des branches artérielles, des artérioles, qui vont suivre les cloisons entre les lobules et qui vont venir vasculariser l'intérieur du parenchyme. Au pôle antérieur du rété-testis, il va y avoir ce qu'on appelle les cônes efférents, qui sont au nombre de 6 à 9. Et ces cônes efférents se constituent de la collection de tout le rété-testis. Ils sont des cônes qui sont inversés à sommet basal et puis à base supérieure. Et ils vont drainer le liquide séminal dans l'épididyme. Donc il y a 6 à 9 cônes efférents qui vont se jeter successivement les uns dans les autres, le premier dans le deuxième, troisième, etc., pour donner in fine l'épididyme. L'épididyme est un tube contourné, extrêmement long. Il ne tient pas beaucoup de place parce qu'il est extrêmement pelotonné sur lui-même. Il va se présenter un petit peu, comme on dit anatomiquement, comme un cimier de casque. Si vous savez ce que c'est un cimier de casque, comme avaient les pompiers autrefois, je vois qu'il n'y a plus de cimier maintenant, mais c'est une espèce de zone centrale sur le dessus. Cet épididyme, donc c'est un tube contourné sur lui-même extrêmement long, dans lesquels les spermatozoïdes vont passer 12 à 15 jours, ne serait-ce que pour passer dans l'épididyme. Et dans l'épididyme, on va successivement décrire la tête, le corps et la queue de l'épididyme, la tête faisant bien sûr suite aux cônes efférents et la queue de l'épididyme précédant après le canal déférent. Eh bien, c'est dans la queue de l'épididyme que sont stockés les spermatozoïdes entre les éjaculations. Ce qui fait qu'au moment de l'éjaculation, les spermatozoïdes partent de la queue de l'épididyme, reparcourent tout le canal déférent, passent au-dessus de la vessie, reviennent dans la prostate et sont éjaculés par la voie pénienne.